Bonjour, merci d'être là. Je vais vous parler effectivement de robustesse et je ne vais pas beaucoup vous parler d'agriculture parce qu'on m'a demandé d'être un peu plus global. Voilà. Nous vivons dans un monde qui est obsédé par la performance dans tous les domaines. Nous nommerons cela le piège de l'optimisation. Partout, on nous exhorte donc à optimiser, à accélérer, à être toujours plus compétitifs, à éliminer les redondances. Nos entreprises éliminent les gaspillages, nos agricultures maximisent les rendements, nos vies personnelles sont gouvernées par une productivité peut-être inutile. Cette quête permanente d'efficacité est devenue notre horizon de pensée indépassable. Pourtant, cette course à la performance pourrait bien être notre plus grande vulnérabilité. Face aux crises qui s'accumulent, climatiques, sanitaires, énergétiques, nos systèmes ultra-optimisés s'effondrent au moindre choc. Un conteneur bloqué dans le canal de Suez et c'est l'économie mondiale qui vacille. Une sécheresse et ce sont des millions de personnes menacées par la famine. Au Maroc, la sécheresse a fait disparaître 200 000 emplois agricoles en un été. La question qui se pose aujourd'hui est simple mais radicale. Et si nous nous étions trompés de paradigme? Et si, pour affronter l'avenir, nous avions besoin non pas de plus de performance, mais de plus de robustesse? Olivier Hamon en est l'un des penseurs actuels. L'efficacité maximale est illusoire. Prenons l'exemple de l'agriculture industrielle. En un siècle, nous avons créé des systèmes d'une efficacité spectaculaire. Des monocultures à perte de vue, des races animales sélectionnées pour leur productivité, des flux tendus du champ à l'assiette. Sur le papier, c'est un triomphe. Jamais l'humanité n'a produit autant de nourriture avec si peu de main-d'œuvre. Mais, parce qu'il y a un mais, si on s'approche de la réalité, ces monocultures sont des cathédrales de fragilité. Une seule maladie, un seul parasite peut tout détruire. Elles dépendent d'intrants pétroliers qui viennent du bout du monde, d'antibiotiques, de pesticides. Elles épuisent les sols, détruisent la biodiversité et produisent une nourriture moins nutritive, voire nocive. Le système est optimal pour un seul paramètre, le rendement à court terme, mais catastrophiquement fragile face à tous les autres. Et qu'est-ce que la nature nous enseigne ? Si on regarde comment fonctionne un écosystème naturel, une forêt ancienne par exemple, n'est pas efficace au sens où nous l'entendons. Il y a de la redondance partout, des espèces qui font des choses similaires, des ressources qui sont gaspillées, entre guillemets, des processus qui semblent lents, détournés, des arbres nourrissent leurs concurrents via les réseaux mycorhiziens, des plantes gardent des capacités inutilisées en réserve. Cette apparente inefficacité est en réalité une forme supérieure d'intelligence de la vie. La forêt peut absorber des chocs, des sécheresses, des tempêtes, des maladies. Elle s'adapte, se régénère, persiste. Elle est robuste précisément parce qu'elle n'est pas optimisée. Sauf peut-être quand nous l'agressons trop. On le constate parfois aujourd'hui. Le vivant, dans sa sagesse de 3,8 milliards d'années, a choisi la robustesse plutôt que la performance. Ça ne peut pas être un hasard. Les cellules maintiennent des mécanismes de réparation coûteux. Les organismes gardent des capacités sous-utilisées. Les écosystèmes cultivent la diversité même lorsqu'elle semble inefficace ou inutile. Nos systèmes humains ont fait le choix inverse. Nous avons éliminé toute marge de manœuvre, toute redondance, tout gaspillage. Les hôpitaux fonctionnent à flux tendu, sans lits disponibles. Les entreprises n'ont plus de stock. Les villes dépendent de chaînes d'approvisionnement qui traversent la planète. Le résultat, une fragilité et même une vulnérabilité systémique. La pandémie de Covid-19 nous l'a brutalement rappelé. Quand le système est optimisé à 100%, il suffit d'un grain de sable pour qu'il s'effondre. Pas de masque, pas de respirateur, pas de capacité d'absorption. L'efficacité s'est révélée être un château de cartes.
La nature fonctionne grâce à la coopération. La jungle darwinienne est un mythe. La compétition, qui est l'autre pilier de notre vision du monde, est une erreur. Nous avons fait de la survie du plus apte une loi universelle. En économie, en entreprise, en politique, même en éducation, tout devient compétition. Le marché est censé récompenser les meilleurs, éliminer les faibles, produire du progrès pour la lutte de tous contre tous. Mais cette vision est une caricature grossière de la réalité du vivant. Darwin, lui-même, parlait de survie du plus adapté, pas du plus fort. Et les biologistes contemporains nous montrent quelque chose de profondément différent. Le vivant est tissé de coopération. La compétition est fondée sur une simplification dangereuse. Imaginez un sport d'équipe. 90 minutes de jeu complexe, de tactique, de gestes techniques. À la fin, seul le score reste la vérité du match, résumé à 2-1. Mais qu'est-ce que raconte ce 2-1 ? Est-ce que c'était une domination écrasante ? Un match équilibré tranché par 2 erreurs ? Impossible à dire, le chiffre a tout avalé, toute la complexité s'est évaporée dans cette réduction binaire, gagnant ou perdant. Cette simplification est devenue le mode opératoire dominant de nos sociétés. Elle nous rend littéralement plus bêtes. Quand on soumet un phénomène complexe à une logique compétitive, on opère 3 mutations dangereuses. D'abord, la réduction dimensionnelle. Un système riche devient un seul chiffre. Un élève brillant en raisonnement spatial, mais faible en maths, devient un mauvais élève. Ensuite, l'effacement du contexte. Le classement final naturalise les inégalités comme relevant du mérite. Enfin, la confusion entre moyen et fin. On n'apprend plus pour comprendre, mais pour avoir de bonnes notes. Le vivant nous enseigne l'absurdité de ces organisations. Dans un écosystème, il n'y a pas de meilleur organisme. Le lion n'est pas supérieur à la gazelle. Chacun occupe une place spécifique dans un réseau d'interdépendance. Le vivant a mis en place quelque chose que nos sociétés refusent de comprendre. La diversité non comparable est plus robuste que la hiérarchie universelle. Un écosystème riche n'a pas besoin d'un champion qui écrase tous les autres, il a besoin d'une multitude d'organismes différents, chacun excellent dans sa niche et dont les interactions créent de la résilience. Dans une forêt, les arbres ne sont pas seulement en compétition pour la lumière, ils se partagent des ressources via les réseaux mycorhiziens. Les arbres mères nourrissent leurs jeunes pousses et même celles d'autres espèces. Les lichens sont des symbioses entre champignons et algues. Et notre propre corps abrite des milliards de bactéries sans lesquelles nous ne pourrions ni digérer, ni penser, ni même vivre. La vie n'a pas émergé par la compétition, mais par la coopération. Les premières cellules eucaryotes sont nées quand des bactéries se sont associées. Et les grands sauts évolutifs sont des histoires de symbiose, pas de domination. Observons ce qui se passe lorsqu'on applique la logique compétitive à des domaines complexes. En recherche scientifique, l'obsession des publications a créé des effets pervers désastreux. Les chercheurs choisissent leurs sujets selon leur publiabilité, pas leur importance. La fraude explose, le classement de Shanghai pousse les universités à sacrifier la diversité disciplinaire. Résultat paradoxal, plus on mesure et on classe la recherche, et moins elle est innovante. La compétition produit de la conformité, pas de la créativité. En santé, la mise en compétition des hôpitaux via des indicateurs a des conséquences mortelles. Pour améliorer leurs chiffres, certains établissements refusent des patients complexes. Les soignants sont priés de remplir des tableaux, ce qui ne laisse plus le temps d'écouter les malades. Ce qui se joue ici est profondément cognitif. La logique compétitive transforme notre capacité même à penser la complexité. Quand on passe son temps à optimiser un score, on cesse de se demander « est-ce que c'est juste ? Est-ce que ça fait sens ? Est-ce que c'est soutenable ?» L'hypercompétition produit de la fragilité. Les entreprises qui sous-traitent tout pour réduire les coûts découvrent qu'elles ne contrôlent plus rien.
Les pays qui misent tout sur leurs avantages comparatifs se retrouvent dépendants et vulnérables. Les individus, épuisés par la course au mérite, s'effondrent en burn-out. À l'inverse, les systèmes fondés sur la coopération et l'interdépendance locale montrent une résilience remarquable. Les circuits courts alimentaires ont mieux résisté aux crises que les grandes surfaces. Les communautés solidaires ont mieux traversé les confinements que les sociétés atomisées. Les économies fondées sur la mutualisation sont plus stables que celles fondées sur la spéculation. Elles se tissent en un réseau que vous retrouverez sous l'appellation « réseau des tempêtes » dans le dernier manifeste signé de Pablo Servigne. Il ne s'agit pas de nier toute forme de compétition, mais de la remettre à sa juste place, un mécanisme parmi tant d'autres, subordonné à des objectifs plus larges, de résilience collective et de bien-être. Nous avons besoin d'une évaluation qualitative et contextualisée, d'une reconnaissance de la non-comparabilité, d'une mesure de la robustesse plutôt que de la performance seule. La vitesse, autre sujet, c'est une pathologie. Notre monde ne se contente pas d'être performant et compétitif, il est aussi obsédé par la vitesse. Tout doit aller plus vite. La production, la communication, les transports, les décisions et même nos pensées. L'instantanéité est devenue une norme et la patience, une faiblesse. Mais cette accélération permanente a un coût terrible. Elle empêche la régénération. Un sol épuisé par l'agriculture intensive a besoin de temps pour se reconstituer. Une forêt coupée a besoin de décennies pour retrouver sa complexité. Un esprit surmené a besoin de repos pour retrouver sa créativité. La vitesse empêche aussi l'adaptation. Quand tout change trop vite, les systèmes n'ont pas le temps d'apprendre, de s'ajuster, de développer de nouvelles réponses. Nous créons des problèmes plus vite que nous ne pouvons les résoudre. Plus encore, cette accélération n'est pas neutre. Quand tout s'accélère, on n'a plus le temps de questionner. On suit les flux, on obéit aux urgences, on réagit sans réfléchir. Un salarié débordé ne fait pas grève. Un consommateur pressé achète sans comparer. Un citoyen saturé ne délibère pas. La vitesse produit de la docilité par épuisement cognitif au détriment des fonctions démocratiques dans la société. La décroissance peut alors être conçue comme un choix de vie. Face à cette suite en avant, certains penseurs proposent une alternative radicale, la décroissance. Non pas une récession subie, mais un choix délibéré de ralentir, de réduire, de simplifier. Décroître, ce n'est pas retourner à l'âge des cavernes. C'est questionner ce qui mérite vraiment de croître. Avons-nous besoin de plus de SUV ou de plus de vélos, de plus d'emballages jetables ou de plus de systèmes de consignes, de plus de gadgets électroniques ou de plus de temps libre pour réparer, créer, cultiver. La décroissance, c'est choisir l'autonomie locale plutôt que la dépendance globale. C'est privilégier des chaînes courtes et résilientes plutôt que des flux mondialisés et fragiles. C'est préférer la qualité durable à l'obsolescence programmée. Mais attention, le mensonge de l'autonomie guette. L'individu autonome n'existe pas. Il n'a jamais existé. Vous n'êtes pas vous. Vous êtes un écosystème ambulant de 38 000 milliards de bactéries. Vos cellules contiennent des mitochondries qui sont d'anciennes bactéries et il n'y a pas de frontière claire entre vous et votre environnement. L'autonomie locale tant célébrée n'est donc pas un retour à l'indépendance, c'est un changement d'échelle des interdépendances. C'est passer de dépendances lointaines et opaques à des dépendances proches et négociables. C'est les liens qui libèrent. Cette perspective ouvre un horizon inattendu. Et si, en ralentissant et en simplifiant, nous gagnons non seulement en robustesse, mais aussi en qualité de vie. Des études montrent que passer un certain seuil, plus de consommation ne produit pas plus de bonheur. Au contraire, les sociétés les plus consuméristes sont souvent les plus anxieuses, les plus isolées, les plus malheureuses.
Le temps gagné par la productivité est aussitôt perdu dans des transports plus longs, du travail plus intense, du stress chronique. Le désir n'a pas le temps d'émerger, remplacé par l'envie et la frustration. La sobriété, elle, ouvre l'espace pour ce qui compte vraiment. Le lien social, la créativité, l'engagement citoyen, le contact avec le vivant. Cette chose que tout le monde a l'air de regretter sans rien faire pour que ça s'arrange. Les villes qui ralentissent la voiture voient éclore la vie de quartier. Les personnes qui réduisent leur temps de travail découvrent des passions oubliées. Les communautés qui relocalisent leur économie retrouvent du sens et de la fierté. Il ne s'agit pas de prêcher l'austérité ou le sacrifice. Il s'agit de reconnaître que nos besoins véritables, l'affection, la reconnaissance, le sens, la beauté, ne peuvent pas être satisfaits par la consommation matérielle illimitée. La vraie abondance est dans la qualité des relations, pas dans l'accumulation des objets. Le ralentissement n'est pas une option lifestyle, c'est un acte de résistance politique, au sens noble du terme. Prendre son temps pour décider, différer une réponse, laisser mûrir une idée, ce sont des gestes révolutionnaires dans un monde qui exige l'instantanéité. La lenteur est subversive, parce qu'elle permet la pensée critique. La lenteur est vitale, car elle reconnaît le rythme des écosystèmes du vivant. Mesdames, Messieurs, nous sommes à un moment charnière. Les limites planétaires ne sont pas négociables. Le climat se dérègle. La biodiversité s'effondre, les ressources s'épuisent. Face à cette réalité, deux voies s'offrent à nous. La première, c'est de continuer dans la même direction, plus de croissance, plus de technologie, plus de compétition, en espérant qu'un miracle viendra nous sauver. C'est la voie la plus risquée, et des voix de plus en plus nombreuses le clament, et en particulier les voix scientifiques, qui devraient nous éveiller. Neil Makarov, expert en prospective, le formule sans détour. L'unique levier dont nous disposons pour reprendre le contrôle est la transition écologique. Car, comme il le rappelle, 63% de l'énergie que consomment les Européens est importée sous forme de gaz, de pétrole et de charbon. Cette dépendance énergétique est notre talon d'Achille géopolitique. On en a sûrement d'autres. La seconde voie est celle de la robustesse. Accepter nos limites, cultiver la redondance, privilégier la coopération, ralentir pour mieux durer. C'est une voie moins spectaculaire, moins prometteuse de miracles technologiques, mais infiniment plus sage. Dans le monde de la robustesse, les idées ne sont pas bridées par le modèle économique, mais par la santé commune, écrit Olivier Hamon. Et il poursuit. De quoi s'agit-il ? Pour qu'un projet soit réellement robuste, il doit nécessairement alimenter la santé humaine, mentale et physique, la santé sociale et la santé des milieux naturels, sans exception. Cette transition ne sera pas facile. Elle demande de renoncer à des certitudes confortables, de remettre en question des privilèges, de réinventer nos institutions. Mais elle offre quelque chose de précieux, un avenir vivable, des sociétés résilientes, une réconciliation avec le vivant dont nous faisons partie. Le choix est politique parce que profondément éthique et existentiel. Quel monde voulons-nous habiter ? Des métropoles hyper connectées mais fragiles ou des territoires autonomes et solidaires ? Une vie de course permanente vers des objectifs flous ou une existence ancrée dans des liens et des lieux qui font sens. Nous n'aurons pas les deux. Un système ne peut pas être simultanément optimal et résilient, spécialisé et adaptable, rapide et réfléchi, saturé et absorbant. La vraie révolution n'est pas technologique, elle est conceptuelle. Accepter que la vulnérabilité, l'imperfection, la lenteur, le gaspillage stratégique, le vide ne sont pas des défauts à corriger, mais des caractéristiques à cultiver. La robustesse n'est pas un renoncement, c'est l'intelligence supérieure du vivant. N'est-il pas temps que nous, humains, nous mettions enfin à son école ? Je vous remercie.